Bonjour à tous. Cette petite vidéo faite sur Skype, parce que en ce moment c'est encore les vacances, donc on n'a pas les conditions qu'on a d'habitude. Je rentre de Syrie d'un voyage de plusieurs jours où je me suis rendu pour voir ce qui s'y passait. Alors déjà, comment ça s'est organisé techniquement? Je ne suis pas parti tout seul, mais je suis parti à l'invitation d'un groupe on va dire, de citoyens syriens qui se sont cotisés pour inviter des journalistes étrangers et des hommes publics étrangers afin d'aller voir par eux-mêmes ce qui se passe réellement en Syrie pour, disons, un peu essayer de contrebalancer la propagande des médias impériaux officiels qui nous font croire que, en gros, la situation de la Syrie est équivalente à celle de la Libye. Voilà, hein. Donc, je me suis rendu en Syrie. J'ai été à Damas, j'ai été à Hama. Voilà, je me suis baladé, j'ai parlé aux gens, j'ai bougé sur plusieurs centaines de kilomètres et je vais vous dire donc ce que j'ai pu constater. À Damas et dans les environs de Damas, il ne se passe strictement rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun trouble, aucun effectif policier et militaire. Et d'ailleurs, nous-mêmes qui étions là-bas, on était un groupe en tout d'ailleurs de 200 journalistes et personnes, issus notamment quelques-uns de France, Angleterre, Russie, Hongrie, Inde, pays du Maghreb, Algérie. Enfin voilà, je crois qu'il y avait 18 nationalités différentes. Nous nous sommes baladés sans sécurité, en autocar, dans Damas et ses environs. Et en fait, nous avons pu constater qu'à Damas, il ne se passe rien, hein, voilà. Alors après, on a discuté quand même avec des gens, et je peux donc dire, si je veux faire une analyse à peu près, je dirais, sociologique objective de la situation, qu'il y a en Syrie, évidemment, une certaine opposition de la jeunesse et d'une certaine classe moyenne éclairée qui se plaint un peu comme dans la France des années 60 de De Gaulle, d'une certaine sclérose du pouvoir, et qu'ils aimeraient des réformes, une certaine modernisation, mais sans jamais contester, je dirais, la tradition politique syrienne, parce qu'ils ont conscience effectivement que de cette tradition, notamment incarnée par la famille Assad, que cette tradition est la condition de la paix civile en Syrie. Parce qu'il faut savoir que la Syrie est un pays très complexe où cohabitent des communautés musulmanes, chrétiennes, juives, et qu'en en fait il y a un consensus très subtil en fait, qui incarne le pouvoir de Assad, père et fils, et que les gens éclairés là-bas, on va dire de la bourgeoisie, les gens adultes et âgés, comprennent très bien que si ce consensus était perturbé, la situation qui pourrait survenir en Syrie serait comparable plutôt à celle de l'Irak ou du Liban, et que ça serait très dangereux. Donc en fait, globalement, on va dire que la bourgeoisie et les adultes et les gens d'un certain âge soutiennent le régime parce qu'ils ont conscience du danger de sa déstabilisation. Après, dans la jeunesse, on va dire branchée Twitter et Facebook, il y a un désir de réforme, mais qui n'a rien à voir avec de la violence et de la violence armée, hein. Ça, c'est ce qu'il faut bien voir. Et il y a par ailleurs, ce que j'ai pu constater, moi, en me déplaçant après dans un lieu où il y a eu effectivement de la rébellion violente, c'est-à-dire à Hama, qui est à 200 km de Damas. Là, nous avons un autre type de contestation. C'est une contestation plus populaire, qui correspond traditionnellement à des ethnies, à des groupes religieux qui sont de toute façon plus rebelles au pouvoir représentés par la famille Assad, hein. Euh, euh, et il y a, en plus de ça, ce que effectivement j'ai pu constater les traces, il y a eu, à mon avis, financés de l'extérieur et armés de l'extérieur, des groupes armés très organisés qui ont fait des provocations sanguinaires et sanglantes pour pousser le régime à des répressions violentes afin de créer, comment dirais-je, une stratégie de l'attention. Et là, on a pu voir effectivement des édifices publics attaqués et brûlés, en général des commissariats de police, avec des assassinats, des snipers, des gens décapités. On a pu vérifier que ça avait été fait, effectivement. Si je fais une synthèse, il y a un soutien global au régime syrien, une situation calme, je dirais beaucoup plus calme qu'en France, en Angleterre ou en Grèce, très calme à Damas, un peu moins calme à Hama. Et de toute façon, dans les contestations, on va dire trois niveaux de contestation.
une contestation, on va dire, bourgeoise sur un mode un peu libertaire qui voudrait plus de modernité, qui est un peu la naïveté souvent des jeunesses effectivement qui regardent les médias étrangers, un soutien au régime de la part des gens qui ont une conscience politique plus aiguë, qui savent le danger qu'encourt la Syrie si elle est déstabilisée. Et puis après, une volonté effectivement de déstabilisation de l'extérieur, en s'appuyant en général sur des groupes islamistes radicaux, à mon avis effectivement financés par sans doute l'Arabie saoudite qui travaille la main dans la main avec l'Empire, hein, c'est-à-dire force américano-sioniste, pour faire tomber ce régime. Alors après, si on réfléchit pourquoi il y a cette volonté de faire tomber ce régime, on voit bien qu'en ce moment, il y a un calendrier et que derrière ce qu'on appelle les révolutions arabes ou les printemps arabes, il y a une volonté de mise au pas par l'empire mondialiste comment dirais-je, de régimes qui étaient encore insoumis, marginaux par rapport à ce nouvel ordre mondial. La Libye en faisait partie, est en train de tomber. La Syrie en fait partie aussi. Mais d'après tous les experts, si la Libye va tomber, parce que malheureusement toutes les puissances de l'OTAN s'acharnent sur ce petit pays, en Syrie c'est différent, c'est une tentative de déstabilisation, mais qui à mon avis n'aboutira pas dans un avenir proche. Voilà, hein, à mon avis, c'est une déstabilisation, c'est un travail effectivement de perturbation qui oblige effectivement le gouvernement syrien à faire des réformes qui vont être faites d'ailleurs. Le président Assad a annoncé le multipartisme, etc. Tout ce qu'on appelle la démocratie, ce qui est ambigu parce que ça veut dire ouvrir la porte du pays qui est géré par, on va dire, par des PME un peu claniques, de l'ouvrir aux capitaux extérieurs et donc à la domination extérieure du grand capital mondial. Hein. On voit que c'est donc une entreprise d'affaiblissement de la Syrie en 2 temps, comme d'ailleurs ça avait été fait pour la Libye, puisque Kadhafi avait, après avoir été un des leaders de l'opposition dure et frontale des années 70 à l'Empire, avait fait beaucoup de concessions pour garder son pouvoir au niveau pétrolier, par rapport aux Américains. Et c'est ces concessions, à mon avis, qui ont permis à la dissidence d'entrée de l'extérieur et qui fait qu'en fait son régime est tombé en 2 temps. Donc là on est, je dirais pour la Syrie, au pire dans le premier temps de cette déstabilisation, mais je ne pense pas qu'on puisse passer immédiatement au deuxième temps de la déstabilisation qui est créer le chaos dans le pays comme ça a été fait là en Libye et comme ça s'est fait avant en Irak et encore avant. Je pense que c'est le meilleur exemple du Liban. Le Liban à mon avis étant le pays le plus comparable à la Syrie puisque c'est un pays très ancien, ce qu'on appelle l'Orient complexe et compliqué, avec beaucoup de communautés qui coexistent, essentiellement des populations commerçantes, qu'il faut bien comprendre, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives, donc avec un consensus fondé sur le commerce. Hein, et effectivement, ce qui pourrait advenir, c'est une déstabilisation effectivement de ce fragile équilibre incarné par Assad et qui amènerait à la situation libyenne, excusez-moi d'abord, libanaise, et c'est effectivement ce que redoutent tous les gens qui ont une vision politique un peu sérieuse et qui ne rêvent pas sur les mots clés, les mots pièges, les mots valises, les mots creux de démocratie, ouverture, tout ce qui sent bon, le Twitter, le Facebook, etc. Voilà. Lors de ce voyage, j'ai fait des rencontres intéressantes puisque j'ai rencontré des gens qu'on ne voit pas en France, la France étant totalement sous domination, on va dire, américano-sioniste et impériale. J'ai rencontré des journalistes et des écrivains russes, hongrois, indiens, algériens. Et en fait, ça permet quand même de se laver un peu de ce matraquage médiatique occidental, d'être confronté à des points de vue de pays qui ne sont pas totalement sous le joug comment dirais-je, de l'empire mondialiste. Et j'ai fait des rencontres très intéressantes qui seront d'ailleurs exploitées je crois, sur le site avec lequel nous collaborons, qui s'appelle Info Syrie, c'est-à-dire le témoignage très intéressant et qui va tout à fait dans mon sens d'un ancien ambassadeur américain qui, ayant pris sa retraite, peut se permettre une grande liberté de ton. Et d'ailleurs, analyse qui converge totalement avec une autre interview que nous avons pu faire, qui est celle d'un expert soviétique, enfin russe, mais formé à l'école soviétique, arabisant, etc., qui effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que cet expert russe et cet ancien diplomate de haut niveau américain se rejoignent totalement sur l'analyse globale de la situation, notamment syrienne, qu'il faut analyser à la lumière de ce processus mondialiste en marche accélérée, et qu'ils ont la même analyse que moi et qui font les mêmes conclusions. Donc qu'ils soient russes, américains avec leur liberté de parole, ou comme moi, francs-tireurs, dissidents français. Voilà. Autre rencontre intéressante que j'ai faite, à contrario, il y avait
avec moi dans ce voyage deux journalistes français, une journaliste de FR3 et Monsieur Malbruno, qui est connu parce qu'il a été otage en Irak et qu'il est au Figaro, comment dirais-je, un spécialiste du monde arabe. Alors ce qui est intéressant, c'est que la journaliste d'FR3 était assez sympathique, faisait des images et essayait de faire, je dirais, le service minimum pour pas s'attirer d'ennui. Et on voyait bien effectivement qu'elle ne, voilà quelle est la situation, la condition très inconfortable d'un journaliste français, même s'il n'est pas de mauvaise intention, et qui sait très bien que si jamais il ramène des images ou des commentaires qui ne vont pas dans le sens de la propagande d'État française sarkozyste, il aura des problèmes pour travailler et des problèmes dans son travail. Donc ça, on a bien vu, puisque les discussions privées que j'avais avec cette journaliste étaient toujours très en décalage avec le commentaire qu'elle était obligée de faire quand il y avait sa caméra. Hein. Et puis après, l'autre sujet intéressant, parce qu'il faut en parler, c'est effectivement le contact que j'ai eu avec ce Georges Malbruno, je crois, journaliste du Figaro, qui lui est ce que j'appelle ouvertement un agent de propagande impériale, ce qui est assez logique, puisqu'il travaille pour le Figaro qui appartient au groupe d'assaut qui est partenaire comment dirais-je, du pouvoir sarkozyste, puisqu'il constitue ce qu'on appelle le lobby militaro-industriel français, avec des partenariats très forts en ce moment d'ailleurs avec Israël, hein, où on est en train d'acheter des drones israéliens. Voilà, donc il y a un partenariat Israël d'assaut pouvoir sarkozyste, et que ce journaliste, qui est un agent de propagande, lui, alors là, faisait un travail où effectivement, comme il ne voyait rien au niveau des tensions, rien au niveau de l'encadrement, ou aucune sécurité, ce qui prouvait qu'il y avait un très bas niveau de danger, interprétait ça en disant oui, la population ne dit rien, ne bouge pas, etc., parce qu'elle est totalement terrorisée par le pouvoir totalitaire syrien. Qui est vraiment soit, je dirais, un formatage du cerveau assez triste, soit plutôt une vraie volonté de propagande et de nier la réalité qui était visible sous nos yeux, il était obligé de voir comme moi qu'il n'y avait aucun déploiement policier à Damas et dans la région, aucun déploiement militaire, que nous n'avons eu aucun problème pour passer la frontière, aucune sécurité renforcée, aucun encadrement de notre groupe où on se trimballait en autocar. La preuve même, c'est que quand on est allé à Hama, il y a eu une petite manifestation d'opposition au régime, effectivement, qui savaient qu'on venait par les médias et qui sont venus crier, je dirais, leur détestation relative du régime de Assad, mais c'était 60 personnes, en général des jeunes issus, à mon avis, des basses classes sociales, ce qui correspond au dixième d'une manif des indignés en France. Voilà, quoi, je veux dire, il est évident qu'il y a une opposition en Syrie, qu'il y a des rapports de classe, qu'il y a des tensions, et qu'il y a aussi une autorité, un régime, effectivement, il n'est pas question de le nier. Mais ce qui est marrant, c'est que ce monsieur Malbruno était là pour je dirais, pour ne pas voir et interpréter toujours de manière insidieuse ce qu'il était obligé de voir. Voilà. Et la remarque la plus importante, c'est que quand on est allé à Hama voir un commissariat qui avait brûlé, attaqué par les rebelles, qui était donc là un groupe armé organisé, qui a encerclé un commissariat, assassiné 17 policiers, les a décapités, porté leur tête au bout d'une pique et les a jetés dans un fleuve. Des jeunes enfants du quartier, puisque c'est un quartier très pauvre, sont venus spontanément alors qu'ils jouaient au football, nous apporter le témoignage de ce qu'ils avaient vu. C'est des gamins de 5-6 ans. Et moi, j'ai dit, tiens, ça serait intéressant d'interviewer ces enfants pour le reportage. Et il y a eu un refus caractérisé des journalistes français que je viens de nommer de faire ce travail, parce qu'effectivement, ça n'allait pas dans le sens de la propagande, je dirais, impériale officielle. Donc là, j'insiste bien pour ce que Thierry Messant a déjà fait, pour bien montrer qu'un journaliste français, à part un dissident ou un retraité ou un marginal, ça n'existe pas. Un journaliste français qui travaille dans les médias français, et les médias français appartiennent tous à des marchands d'armes, et donc au pouvoir impérial, ce sont effectivement des agents de propagande, et ils sont là essentiellement soit pour cacher, soit pour mentir, soit pour tordre la réalité. Et ça, voilà, c'est un constat qu'il faut bien faire. Et c'était intéressant de voir la différence entre le commentaire de M. Malbruno et le commentaire qu'il a accepté de nous donner dans une interview, hein, qu'on diffusera bientôt, de l'ancien ambassadeur américain, qui lui qui est un patriote américain médaillé des guerres de Corée et de la Deuxième Guerre mondiale, et qui faisait exactement du haut de son honnêteté de retraité qui a sa libre parole et surtout de grand connaisseur aussi du Moyen-Orient, puisqu'il a été ambassadeur dans ces régions pendant des années, faisait une analyse globale qui rejoignait totalement la mienne. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de bien marquer qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les journalistes français sont des agents de propagande gouvernementaux, je dirais payés pour mentir, et que même à un moment donné,
Euh, j'ai eu des échanges amusants avec Malbruno parce que c'était toujours sur le ton de l'ironie sympathique. Et je lui ai dit, oui, le problème, c'est qu'il est difficile d'être un agent impérial quand on n'a pas certaines origines, etc. Hein, j'ai abordé un sujet et lui m'a dit non, non, moi je n'ai eu aucun problème pour être coopté. Voilà, il y avait une petite ironie qui sous-entendait en gros que il n'y avait pas de problème pour travailler pour les sionistes, même si on n'était pas issu racialement de cette communauté, qu'il suffit que voilà qu'on était très bien accueillis si on travaillait pour eux. Cette espèce de petit dialogue comme ça à plusieurs lectures qui rejoint un peu l'expérience personnelle que j'ai eue à une certaine époque où on m'avait proposé de me recruter. Voilà, qui explique sans doute l'évolution d'attitude de certains de mes amis écrivains comme Dantec ou Yann Moix, et qui corrobore comment dirais-je, des choses que je sais sur certains journalistes dont je ne citerai pas le nom, mais je les citerai peut-être bientôt, notamment par exemple journaliste d'FR3, un certain Serge K, dont je sais par des amitiés, par des renseignements, que c'est ouvertement, alors qu'il travaille à FR3 comme journaliste, à ce qu'on appelle un saillant, c'est-à-dire un agent israélien qui a même fait des stages là-bas. Voilà, et donc je pense que peut-être que pour cet autre journaliste du Figaro, il est possible en plus qu'effectivement, il travaille pour les services français d'ailleurs, et d'autres services dans un travail logique de coopération euh, au service de l'Empire, ce qui lui permet effectivement de pouvoir publier des articles longs comme le bras dans les médias officiels, alors que moi, vous vous doutez bien que je ne pourrais écrire ce que je dis là sur Internet dans aucun média français, même pas Charlie Hebdo. Hein, voilà. Ce qui est très intéressant dans ce pays, c'est que c'est un pays très ancien, même si le régime n'a que correspond, on va dire, à un nationalisme arabe d'une séquence qui serait les années 30 à 30-70, avec une forte connotation en plus, je dirais, soviétique, dans le côté pays de fonctionnaires. Parce qu'il faut bien comprendre que s'il y a beaucoup de policiers et de militaires en Syrie, c'est parce qu'en fait, ce sont d'abord des fonctionnaires, ce qui permet de créer un peu du plein emploi, et que les forces de police ou militaires là-bas, quand on les voit au quotidien, n'ont rien à voir avec nos Robocop CRS ici. Ce sont des gens assez nonchalants, sous-équipés, qui sont souvent assis. Il y avait quelques postes comme ça où on voyait des types effectivement avec des uniformes, assis avec un poste de radio, une bière, très souvent en train de discuter entre eux. Vous voyez, il y a ce côté très nonchalant que moi qui étais communiste, qu'on voyait dans les pays satellites de l'URSS, les pays de l'Est, dans les années 70, où quand vous passez à la douane, il y a un type qui regarde votre passeport, un type qui tient le tampon, un type qui tient l'encrier, et il vous tamponne ça nonchalamment, tout en discutant entre eux de, je sais pas quoi, de pêche à la ligne. Et effectivement, ils portent tous des uniformes, ce sont des fonctionnaires d'État, mais ça n'a rien à voir, je dirais, au niveau de la violence et de la tension avec ce qu'on ressent en Occident et dans nos démocraties. C'est ça qui est assez intéressant à remarquer, c'est que finalement ces pays qu'on dit dictature, militaire, etc., sont au quotidien et au niveau du feeling beaucoup plus cool, puisqu'en fait on est face à des fonctionnaires d'État pléthoriques dans un pays d'Orient où il fait chaud, où il y a une certaine nonchalance, et que finalement au quotidien, je dirais, quotidien, hein, je ne parle pas des extrémistes politiques, effectivement, mais le rapport au quotidien des gens normaux est beaucoup plus cool que ce qu'on peut ressentir en France, et sans doute d'ailleurs dans tous les pays de la communauté européenne, et encore pire aux États-Unis, par rapport aux forces de police, par rapport à l'ordre, vous voyez, c'est ça qu'il faut constater. Et deuxième constat, effectivement, c'est un pays complexe, avec des communautés qui vivent en bonne intelligence. Je pense que pour comprendre effectivement que la distinction entre antisionisme et antisémitisme, c'est-à-dire ne pas confondre les sionistes et les juifs, même si en France ça n'a pas beaucoup de sens, parce que la communauté qui pèse intellectuellement en France, c'est la communauté ashkénaze, qui est à l'origine du sionisme quand on étudie la question. Et donc ce distinguo, en fait, euh, antisionisme, antijudaïsme, n'a pas beaucoup de sens. Là-bas, il a un sens, puisqu'il y avait, pour des raisons historiques, pendant des siècles, des communautés juives commerçantes qui vivaient réellement pacifiquement et en bonne intelligence dans un monde globalement dominé par l'islam, mais avec une espèce de consensus et de fraternité liée au commerce, voilà, de communautés commerçantes qui commerçaient entre elles. Donc il y a une communauté juive, notamment à Damas, qui ne rencontre aucun souci et qui vit en bonne intelligence dans le commerce intelligent avec une communauté musulmane et une communauté chrétienne orthodoxe. Et ça, nous l'avons vu puisque je suis allé à la plus grande église orthodoxe d'Orient. Je suis allé
à la plus grande mosquée où est le tombeau de Saint Jean-Baptiste. J'ai visité le quartier, le vieux quartier juif comment dirais-je, de Damas. Il n'y a aucune tension communautaire, voilà, là-bas. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'Orient, effectivement, où là, effectivement, les trois monothéismes ont toujours vécu en bonne intelligence. Et ce qui a cassé ce consensus, que ce soit au Liban et que ce soit évidemment en Palestine, c'est le sionisme qui est une importation violente de juifs russes. Hein, voilà, il faut comprendre. Hein, voilà, c'est une vision de juifs ashkénazes qui n'a rien à voir, effectivement, avec ce judaïsme commerçant sous domination musulmane, voilà, qu'on peut encore rencontrer là-bas et qui fait que les Syriens, tout en étant violemment antisionistes, puisque c'est encore un pays où on ne peut pas rentrer si on a été en Israël, hein, on vous pose la question et on vérifie sur votre passeport, ne sont en même temps pas du tout hantés et habités par l'antisémitisme, parce qu'ils côtoient juste, ils côtoient tous, je veux dire, des juifs syriens, libanais, avec qui ils sont en affaires depuis des générations et des générations. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Hein, voilà. Donc effectivement, cette distinction antisionisme, antisémitisme existe là-bas. Hein, elle a du sens en fait là-bas. Voilà. Et effectivement, ces bourgeoisies, on va dire, qui sont en général donc des gens qui sont dans les affaires et le commerce de ces communautés syriennes, mais issues du christianisme orthodoxe, du sunnisme syrien, ou de ces juifs, on va dire, assionistes, et ces juifs qui sont là depuis des siècles. Voilà, ces bourgeoisies-là sont tous derrière Assad et le régime syrien parce qu'ils savent que ce régime, comment dirais-je, garantit la paix civile et l'équilibre subtil de ces régions multiconfessionnelles et multiethniques compliquées, et qui savent très bien que l'alternative, si jamais ils se laissent séduire ou manipuler par l'Empire, sera la catastrophe irakienne ou la catastrophe libanaise, dont aujourd'hui d'ailleurs, après des années de manipulation, sont sortis à la fois les chrétiens maronites du général Aoun et les musulmans chiites de Nasrallah. Hein, voilà ce qu'on cache ici. Mais effectivement, aujourd'hui d'ailleurs, le pouvoir, malgré toutes les résistances impériales et manipulations impériales, par exemple au Liban, est dans les mains d'une coalition chiito-chrétienne, hein, voilà, au nom du nationalisme libanais. Voilà. Donc ça, c'est le constat sociologique que j'ai fait. Et après, toujours, par contre, le même constat, c'est que les branchés là-bas aussi qu'on a croisés, parce qu'on allait dans des bars boire des coups à Damas, hein, le soir, il y a effectivement des branchés de la bourgeoisie, on va dire, cosmopolite, qui ont toujours ce côté un peu naïf et comprador, c'est qu'ils rêvent de la démocratie occidentale et qui trouvent leur régime un peu sclérosé, et ils s'illusionnent un peu parfois sur les réformes qu'il faudrait accélérer sans comprendre que c'est la porte ouverte, comment dirais-je, au diable impérial. Et ça me fait penser un peu à cette bourgeoisie de gauche française des années 60 qui crachait sur De Gaulle et qui a finalement fait mai 68 au nom de l'anti-impérialisme américain, et au nom de, comment dirais-je, d'un certain progressisme social, alors que quand on a le recul aujourd'hui, on voit que De Gaulle était l'homme de ce consensus, je veux dire, on va dire social-libéral, et l'homme de cette résistance à l'empire américain et américano-sioniste. Il faut se rappeler du discours de novembre 67 de Gaulle, et que les petits cons qui ont fait mai 68 au nom de US Go Home et de Vive la sociale, tous ceux qui ont le recul aujourd'hui savent qu'en aidant à chasser De Gaulle, ils ont aidé à mettre en place toute cette domination impériale accompagnée de violences sociales et de communautarisme haineux que nous subissons aujourd'hui en France et qui est en train de détruire la France. Ce qui veut dire en fait qu'aujourd'hui, si on regarde la Syrie, on peut dire que Assad a à peu près le même rôle que jouait De Gaulle dans la séquence 58-67. Hein, c'est le garant d'un certain équilibre nécessaire, et effectivement le garant aussi d'une certaine indépendance que veut détruire l'Empire mondialiste. Hein, voilà, exactement comme l'Empire mondialiste a chassé De Gaulle en se servant de mai 68, car il résistait au mondialisme, à la fois d'ailleurs sur le plan bancaire, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique. On a le recul aujourd'hui pour comprendre tout ça. Voilà. Alors malheureusement, la jeunesse syrienne branchée n'a pas souvent ce recul et cette intelligence politique qu'ont par contre les anciens, et rêvent de réformes sans comprendre que ces réformes ne s'arrêteront pas là où ils veulent, et que s'ils ouvrent la boîte de Pandore, ça risque d'aller jusqu'au bout et à la destruction de leur pays, en sachant que la Syrie est un pays globalement très agréable à vivre pour les Syriens. Hein. C'est un pays où il fait bon vivre, voilà, et que les Syriens, je pense, regretteront amèrement un jour si leur pays arrive à être déstabilisé totalement comme la Libye, exactement comme les Libyens demain vont comprendre amèrement ce que c'est que de passer sous la domination comment dirais-je, de l'Empire américain. Hein. Ça, c'est pour moi une certitude. Donc voilà, si je fais ce constat sociologique. Et par contre, au niveau des petits groupes, on va dire,
les petits groupes islamistes radicaux qui veulent la chute du régime à tout prix et le chaos, je n'en ai pas rencontré car ce sont des groupes minuscules qui sont armés de l'extérieur, etc., et qui produisent un travail terroriste. Et ceux-là, je n'en ai pas rencontré parce qu'ils ne sont pas inscrits dans la société ils ne sont pas inscrits profondément dans la société syrienne, hein. Il y a effectivement quelques poches régionales où ils sont un peu plus représentés, mais ils représentent essentiellement la déstabilisation de l'extérieur, où l'Empire, à chaque fois par son relais saoudien, se sert d'un certain islamisme radical, on va dire wahhabito-salafiste, effectivement pour casser ce qu'il faut casser, et derrière, effectivement, permettre à l'Empire de ramasser la mise, exactement comme ça se passe en ce moment en Libye, où finalement on est en train de détruire, comment dirais-je, de chasser du pouvoir un leader arabe et un leader africain qui avait une vision de résistance à l'Empire et une vision sociale qui est incontestable. Et on se sert pour ça d'extrémistes musulmans. Et il y a malheureusement en France des imbéciles qui croient se réclamer de la résistance et de l'islam pour applaudir à la chute de Kadhafi au nom de je ne sais pas quoi, de l'islam. C'est malheureusement catastrophique de voir à quel point l'Empire, dans toute sa perversité, se sert d'un certain islam et d'une certaine naïveté de musulmans radicalisés ou récemment réislamisés pour faire son travail satanique. Voilà, ça c'est malheureusement une chose à déplorer. C'est très peu présent en Syrie. Je peux constater que moi qui ai passé plusieurs jours en Syrie, il y a beaucoup moins de gens qui font le ramadan en Syrie, tout en respectant effectivement les traditions, que de gens dans mon entourage qui le font en France. Vous voyez, donc on est quand même là-bas beaucoup dans un islam culturel, je dirais, et pas dans une réislamisation comme en ce moment en France. Voilà, c'est une différence. Finalement, ces vieux pays d'islam sont quand même dans un islam culturel, fraternel, finalement, qui est beaucoup moins problématique que certains islams qu'on voit aujourd'hui en France réémerger par opposition, dans une certaine radicalité. Et aussi, autre remarque intéressante, il n'y a pas, comment dirais-je, en Syrie, ce truc très malsain qui s'appelle la laïcité. Finalement, il y a une coexistence de communautés, mais il n'y a pas cette espèce de puissance laïcarde qui est faite une religion qui ne dit pas son nom, qui est la religion maçonnique, qui finalement pousse aux tensions communautaires, en fait dans une haine cachée des autres religions que la sienne. Voilà, hein. Je pense qu'un des facteurs de la paix religieuse et de la coexistence des religions en Syrie, c'est qu'il n'y a pas, comment dirais-je, la domination de ce qu'on appelle la laïcité, qui est en réalité la franc-maçonnerie. Voilà. Et que finalement, ça se passe bien mieux là-bas que chez nous à cause de ça, hein. C'est une réflexion qu'il faudrait pousser. Voilà. La situation syrienne n'a rien à voir avec la situation libyenne. Je pourrais faire le malin et dire que j'ai été héroïque en allant en Syrie. Je pense qu'il est beaucoup plus dangereux d'aller en Libye en ce moment qu'en Syrie. Je n'ai couru en Syrie aucun danger, hein. Voilà. Et pourtant, je vous dis, j'ai bougé à Hama, qui est un des lieux où il y a eu les affrontements les plus violents. Et j'ai bougé sans sécurité, hein, voilà. Il n'y a pas de danger en Syrie. La seule chose que j'ai vue, c'est des bombages sur les murs qui avaient été effacés et recouverts en noir. Et je vous dis, les tensions qu'il y a en Syrie sont bien moindres que celles qu'on voit en ce moment en Grèce ou en Angleterre. Ce qui est amusant, c'est que le Premier ministre anglais demande à Assad de démissionner à cause des troubles qui seraient là-bas. Je crois qu'il n'y aurait pas idée d'Assad de demander à la reine d'Angleterre d'abdiquer ou à Cameron de quitter son poste. Parce qu'il y a des troubles sociaux dans les grandes villes anglaises, hein. Et les troubles, je vous le dis, les troubles sociaux et d'ailleurs ethniques et religieux en Angleterre sont beaucoup plus graves que ce qui se passe en Syrie, hein, remarque. Voilà. Après, sur la Libye, effectivement, c'est beaucoup plus grave. On voit que l'OTAN s'est militairement acharnée sur le pays et que malheureusement, malgré les analyses qu'ont fait certains de mes amis, quand l'OTAN décide de se payer un petit pays comme la Libye, eh ben c'est foutu, quoi, hein, et je pense que le régime libyen va tomber. Alors après, c'est sur les analyses. J'ai entendu le seul homme politique en France qui a osé s'offusquer de l'opération ignoble et dégueulasse d'agression que mène l'OTAN en ce moment, qui est une opération de bombardement massif, d'assassinat, etc. Le seul qui a osé critiquer cette horrible chose à laquelle nous participons, nous les Français, officiellement comme leaders, c'est Jean-Marie Le Pen. En revanche, lui dit que c'est pour le pétrole. Je pense que cette analyse du pétrole est fausse. Kadhafi avait déjà fait toutes les concessions pétrolières qu'il fallait avec les Américains, et de toute façon, le pétrole, il n'y a pas de problème. Ces régimes veulent le vendre, il y a toujours moyen de s'entendre avec eux. La vraie raison, comment dirais-je, de la destruction du régime de Kadhafi et de la volonté de tuer sa personne physique est la même raison
que celle qui a amené à la destruction de, comment dirais-je, de Saddam Hussein. Et cette raison, c'est l'histoire du dinar or. Il faut bien comprendre aujourd'hui que nous sommes dans un processus de dictature mondiale par la banque, comme je l'explique très bien dans mon livre Comprendre l'Empire, et que Kadhafi a commis l'erreur qui est à la fois tout en son honneur, et qui était un peu la même chose que ce qu'avait fait Kadhafi Saddam Hussein à l'époque où il voulait demander à l'OPEP de sortir en fait du pétrodollar, c'est-à-dire de l'obligation d'acheter comment dirais-je, pour les États leurs énergies en dollars, et il voulait que ce soit en euros, c'est-à-dire qu'il était en train de porter atteinte à la suprématie de cette fausse monnaie qui s'appelle le dollar et qui fait la puissance américaine. L'armée américaine n'étant là en général à chaque fois que pour sauver, imposer et empêcher quiconque ne voudrait pas se soumettre à la fausse monnaie du dollar par la force. Et Kadhafi, qui a rêvé toute sa vie d'accomplir de grands projets politiques au-delà de la Libye en étant un panarabiste, en réconciliant le socialisme et l'islam dans son petit livre vert. Je crois à la fin de sa vie voulait tenter encore une grande chose qui était le dinar or, c'est-à-dire de faire une monnaie africaine étalonnée sur l'or qui échappe justement à la dictature de cette fausse monnaie qu'est le dollar, et derrière laquelle il y a la logique de la dette. Derrière la logique de la dette, il y a le pouvoir dictatorial mondial de la banque par une logique systématique d'endettement imposé. Là, il faut lire mon livre et s'intéresser à la finance, s'intéresser à la monnaie, s'intéresser à ce que dit en ce moment Jovanovic, s'intéresser au bouquin sur la Réserve fédérale américaine pour comprendre de quoi je parle. Mais ce qui a tué, je dirais, Kadhafi, et qui fait que l'Empire s'est acharné sur lui, alors qu'il avait déjà fait les concessions qu'il fallait sur le pétrole et qu'on pouvait très bien s'arranger avec lui, hein, parce qu'il n'est pas question de droits de l'homme ou même d'histoire de pétrole, c'est qu'il a voulu mettre en circulation, et il était en train de le faire, une monnaie africaine étalonnée sur or qui s'appelait le dinar or et qui défiait la puissance impériale et la puissance spoliatrice et cette escroquerie mondiale qui est en train de nous asservir tous, et qui est la clé de la domination impériale, telle que je la décris dans mon livre, qui était ce dinar or comme monnaie africaine refusant le dollar. Voilà. Et c'est ça qui a tué Kadhafi, au propre comme au figuré, comme c'est la même chose qui a tué Saddam Hussein, et que c'est intéressant de voir que quand on regarde les années 30, c'est peut-être aussi la cause du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, et finalement de la diabolisation et de la volonté d'aller aux extrêmes avec le régime national-socialiste allemand, pour ceux qui s'intéressent à ce qu'a fait l'Allemagne sur le plan bancaire et social, au niveau de ses relations internationales avec les grandes banques, de ce qu'a fait ce régime entre 1933 et 1939. Voilà, hein, c'est intéressant de voir qu'il y a une récurrence, que quiconque aujourd'hui ne se soumet pas au pouvoir impérial et dictatorial de la banque, finalement, est châtié violemment, diabolisé et détruit, car il ne faut que personne ne puisse même avoir l'idée de ne pas se soumettre à cette mainmise qui se fait par le système bancaire mondial, dont les relais sont le FMI, la Banque mondiale, dont le cœur est aujourd'hui à Wall Street, mais qui est, je dirais, au départ, dans son essence même, à Londres, à la City, et que c'est ça la clé de compréhension, et pas le pétrole, hein. Voilà, ceux qui sont encore sur l'idée du pétrole, des guerres pour le pétrole, ont un coup de retard, hein. Ce sont des guerres pour imposer au monde la dictature mondialiste par cette idée qui est très très bien exposée déjà dans l'Apocalypse de Jean, pour ceux qu'il faut le lire. Pour ça, il y a le bouquin de Jovanovic que nous vendons, la 777. C'est qu'il n'y ait plus sur Terre qu'une monnaie abstraite et scripturale sous contrôle de la banque, qui est en fait la façon la plus subtile, mais la plus efficace de réduire le monde en esclavage. Voilà. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a l'obligation qu'il n'y ait plus aucun référent au niveau de la monnaie à une quelconque richesse concrète et réelle qui serait notamment l'or. Et cette analyse a aussi à voir avec, pour ceux qui regardent les vidéos de Cheikh Imran Hussein, avec de ce qui est dit dans le Coran sur les questions justement monétaires et pourquoi il y a quelque chose de satanique dans les monnaies scripturales et totalement abstraites, et que c'est par là d'ailleurs que vient efficacement, inéluctablement, cette domination satanique. Hein, et qu'on retrouve ces analyses à la fois dans le Coran tel que le commente Cheikh Imran Hussein, on retrouve ça aussi dans l'Apocalypse de Jean tel que le commente Jovanovic, et c'est effectivement ce qui est en train de se mettre en place en ce moment de façon accélérée et finale, et c'est là-dessus que se jouera, je dirais, la victoire ou la défaite de l'Empire, c'est la dictature mondiale par la dictature de la banque, dont la médiation sur les êtres et le retrait progressif de toute monnaie réelle et de toute référence à une richesse réelle sur laquelle serait étalonnée la monnaie,
et la domination de l'Empire par une monnaie purement abstraite et scripturale dont ils ont le contrôle par le système bancaire. Et si je veux un peu plus expliciter ça, on voit très bien aujourd'hui qu'un des combats qui est mené quand on attaque un pays comme la Libye, mais même aussi quand on déstabilise la Norvège ou qu'on marginalise l'Iran, c'est que ce sont des pays qui ne se soumettent pas à la logique mondiale de la dette bancaire, qui ont des fonds souverains importants, souvent des grosses réserves d'or, qui ont des fonds éthiques qui souvent d'ailleurs refusent de travailler avec les sociétés israéliennes, et que ces espèces de noyaux de résistance sont attaqués pour ces raisons-là. Hein. On les oblige souvent à vendre leur stock d'or, on les oblige à se soumettre à cette logique bancaire, et on les diabolise. Et en général, quand on veut les diaboliser de façon ultime, on les agresse militairement. Comme ils se défendent, on prétend qu'ils commettent des crimes contre l'humanité, ce qui est une escroquerie qui fait partie de toute la quincaillerie mondialiste. Et au nom de ce crime contre l'humanité, on gèle leurs avoirs bancaires, puisque finalement le pouvoir c'est la banque. Même si vous avez de l'argent, les Saoudiens n'ont aucun autre pouvoir, par exemple, que de tirer des putes à Marbella et de s'acheter des Rolls en or, parce que leur argent est dans le système bancaire mondial qu'ils ne contrôlent pas. Et si jamais ils ne se soumettaient pas à l'Empire et qu'ils mettaient réellement l'argent du pétrole au service du développement du monde arabe, etc., ils seraient d'abord éliminés physiquement et ils se retrouveraient, à mon avis, spoliés comme il est en train de se passer avec les Libyens, je l'ai constaté aussi avec d'autres pays déstabilisés, c'est-à-dire qu'en fait on bloque leur argent. Hein, et on leur vole, c'est-à-dire que c'est un travail de piraterie bancaire, et par exemple on attribue l'argent libyen, on le fait passer à la soi-disant résistance, la résistance n'étant qu'un faux nez de l'Empire, parce qu'en plus comme l'Empire est dans une catastrophe financière qu'il a organisée lui-même, il cherche de l'argent partout, et aujourd'hui nous sommes passés de l'agression militaire accompagnée de piraterie bancaire, voilà, et que c'est le même système qu'il faut analyser, c'est-à-dire qu'on vole les fonds souverains de gens qui ont encore de l'argent réel et des richesses réelles parce qu'ils justement ils ne se sont pas soumis à la logique de Wall Street et comment dirais-je des produits financiers totalement abstraits, totalement délirants, totalement fictifs et spéculatifs. Voilà. Donc il y a une entreprise violente de mise au pas pour obliger tout le monde à se soumettre à la dictature de la banque et aussi par la médiation du mensonge des droits de l'homme, une piraterie bancaire organisée qui consiste à voler les réserves d'argent de ceux qu'on diabolise et qui sont insoumis, et qui en général, comme ils sont insoumis, ont encore comment dirais-je, de la richesse réelle. Voilà. Et ça, c'est tout ça qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Kadhafi avait d'énormes réserves d'or, avait beaucoup de fonds souverains, et en le chassant du pouvoir et en le diabolisant, on lui vole aussi en plus de détruire ce qu'il voulait construire, c'est-à-dire ce dinar or, non seulement on l'empêche de le faire, on terrorise ceux qui auraient voulu le suivre, notamment les pays africains, et on l'empêche de le faire, on terrorise les autres et on vole cet argent. C'est-à-dire que non seulement comment dirais-je, le système bancaire mondial produit de la misère et produit des bulles qui éclatent et produit de la catastrophe comme on le voit aujourd'hui, notamment dans les pays qui ont suivi la logique bancaire de l'Union européenne, qui sont tous en catastrophe, y compris la France. Ça se voit de façon accélérée. Voilà. Ceux qui n'ont pas, qui ont échappé à ça, justement, en refusant le chant des sirènes de l'orthodoxie bancaire mondialiste et qui ont pour encore de la richesse réelle, on les soumet et on leur vole leur richesse. Il faut bien comprendre. Et ça se passe au niveau aujourd'hui des États par le système bancaire mondial. Hein. C'est un système de vol, de mensonge et d'agression. Hein. Mensonge, agression, vol. Voilà. Hein. Il faut bien comprendre ça, et c'est la clé de compréhension. Il faut arrêter avec le pétrole, tout ça, c'est épiphénoménal. Bon, bien sûr, il y a l'histoire des gazoducs qu'il faut essayer de faire passer, qui explique un peu l'Afghanistan, etc. L'histoire de la circulation de l'énergie, l'histoire du détroit d'Ormuz, etc. Mais je pense que ça, c'est aujourd'hui un niveau qui existe, mais qui est presque secondaire. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'enjeu, on est dans la phase terminale 2012 de la dictature mondiale et mondialiste par la banque, c'est-à-dire par la logique de l'argent purement scriptural et abstrait sous contrôle de la Banque mondiale qui est, je dirais, la deuxième phase de l'Empire. Il y a l'armée américaine et il y a cette espèce d'entité qu'on appelle américano-sioniste qui est à la fois une menace militaire et une logique comment dirais-je,
d'escroquerie bancaire, hein, on peut le dire comme ça, et monétaire. Voilà. Et c'est sur ce, j'insiste un peu, mais c'est cette piste-là qu'il faut creuser parce que là est la clé de compréhension du monde. Et malheureusement, la chose la moins bien comprise par les gens, même les gens qui ont une formation, je vois même intellectuelle, parce que c'est pas à Normal Sup qu'on apprend l'économie. Et ben, ce qui échappe le plus aux gens, même aux intelligences et même aux politiques, c'est de comprendre la logique de la banque. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit en partie mon livre Comprendre l'Empire. C'est que la clé de compréhension du monde et de ce qui se passe en ce moment et de ce qui va se passer demain, c'est comprendre la logique de la banque, l'escroquerie de la banque, l'escroquerie mondialiste de la banque, et qu'est-ce que veut dire effectivement cette marche forcée vers une logique bancaire basée sur une monnaie purement qui n'existe pas, purement scripturale et abstraite. Hein, voilà. Et à quel moyen ce système est un moyen de domination sur les peuples, les nations et les individus. Parce que ça veut dire en gros que si on veut vous tuer, on décide, exactement comme dans les romans de science-fiction, que votre carte bleue n'est plus valable et on vous bloque vos comptes pour des raisons de droits de l'homme ou ce que vous voulez, et vous ne pouvez plus fonctionner autrement que dans la clandestinité, le troc et la marginalité. C'est-à-dire que c'est un moyen de domination discret, incroyablement efficace, qui est le moyen de domination d'aujourd'hui et de demain, et bien plus efficace, discret et totalitaire que les armes, la police. Voilà, ces moyens justement un peu dérisoires qui fait qu'on montre aujourd'hui la Syrie du doigt, effectivement, parce qu'il y aurait des effectifs policiers. Aujourd'hui, la dictature mondialiste de nos régimes de démocratie avancée se fait essentiellement par la dictature de la banque telle que je vous la décris. Voilà. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. J'insiste là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut faire de la pédagogie. C'est là-dessus que les politiques mentent tous de A à Z. C'est pour ça que on voit bien qui, notamment en France, ose parler un peu de ce processus et qui n'ose pas le faire. C'est le meilleur moyen de voir qui est dans l'opposition, qui est dans la collaboration. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre aussi mes positions de convergence, de soutien à un certain islam, de retour à un certain catholicisme, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est annoncé comment dirais-je, dans les écrits prophétiques sur la fin des temps, à la fois catholiques et musulmans, et surtout il désigne du doigt la même puissance, puissance d'esprit, puissance réelle, qui est le monde vétérotestamentaire, c'est-à-dire le monde, on va dire, judéo-protestant, voilà, qui porte le projet bancaire tel que je le décris, qui le porte à la fois spirituellement, conceptuellement, épistémologiquement, socialement, géopolitiquement. Voilà. Donc on est vraiment aujourd'hui dans quelque chose finalement qui échappe totalement aux gens comme Michel Collomb, par exemple, qui sont sur la laïcité, le matérialisme le plus je dirais, le plus lourd. Voilà, on a vraiment une opposition Ancien Testament, Nouveau Testament, et une alliance Nouveau Testament, comment dirais-je, islam, voilà, et pas l'islam de collaboration, effectivement, mais l'islam d'insoumission. Voilà. Et ça, finalement, de cette analyse bancaire, qui est une analyse matérialiste du capitalisme supranational financier qui demande effectivement une connaissance marxiste poussée, et ben, quand on fait cette analyse, on arrive finalement à un processus final qui rejoint totalement les écrits eschatologiques et métaphoriques du catholicisme et de l'islam. Et d'où ma position, qui est parfois mal comprise, parfois considérée comme délirante par des gens qui n'ont pas le niveau et pas la culture, mais qui, je le fais remarquer, se vérifie chaque jour un peu plus. C'est-à-dire que ma force à moi, c'est la réalité. Voilà, ce que je raconte en ce moment, et ce qu'il y a dans mon livre, Comprendre l'Empire, est en train de se passer sous vos yeux à vitesse accélérée, et comme par hasard, c'est l'échéance 2012. On voit bien qu'il y a un calendrier, qu'il y a une mise au pas accélérée, qu'il y a une destruction des insoumis. On voit l'affaire norvégienne, voilà, des menaces, des coups violents, et qu'effectivement, on est à la veille de cette tentative de dictature mondialiste de l'empire, on va dire de l'empire bancaire, hein, qui est le totalitarisme tel qu'il faut le comprendre, la dictature telle qu'il faut la comprendre, et ceux qui font semblant de penser que la dictature et le totalitarisme, c'est la petite Syrie relativement insoumise encore à ce processus mondialiste, sont soit des imbéciles, soit comment dirais-je, des agents impériaux. Hein, voilà. Ils sont parfois un peu les deux, comme disait Balzac, mi-crétin, mi-canaille. Hein, voilà. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question, et ça explique donc, en dernière instance, pourquoi je soutiens, je dirais, froidement et en conscience le régime syrien, sans ne me faire aucune illusion sur effectivement les défauts de ce régime, ses pesanteurs. Voilà, je veux dire, je le soutiens par rapport à une vision mondialiste, parce que la Syrie, comme d'ailleurs le Venezuela de Chavez, il faut savoir que Chavez et Assad entretiennent des partenariats, hein, ce sont des pays qui résistent
à ce processus dictatorial mondialiste bancaire vétérotestamentaire. Il n'y en a pas 36, hein. Il y a le Venezuela, la Syrie, l'Iran, la Russie, ça dépendra de qui gagnera l'élection présidentielle de Poutine ou Medvedev. Et là, je fais remarquer à certains imbéciles qui me disaient que Medvedev allait se retirer pour laisser la place à Poutine et qui travaillent la main dans la main, que c'est pas du tout acquis et qu'on risque d'avoir une présidentielle 2012 où Poutine et Medvedev seront face à face et incarneront deux Russies bien différentes. La Russie, on va dire, de l'État fondé sur l'armée, la police et les nationaux, qui est la Russie de Poutine, et la Russie affairiste, forcément comprador et bancaire, qui est plutôt celle de Medvedev. Voilà, on risque d'avoir effectivement enfin cette épreuve de vérité en 2012, puisque 2012, je vous le rappelle, est l'élection de la présidentielle française, l'élection de la présidentielle russe, la fin aussi comment dirais-je, du mandat de 100 ans accordé à la Réserve fédérale américaine, hein, puisque c'est 1913-2013, donc il va se passer quelque chose. C'est 2012, qu'on soit religieux ou laïque, est une année clé, et on le voit par l'aggravation effectivement de la crise du dollar, l'explosion de l'euro et de la zone euro, toutes ces guerres qui ont été déclenchées, ces révolutions très différentes, mais quand même ce calendrier de chaos organisé dans le monde, on va dire, musulman, hein, Maghreb et arabe, on voit bien effectivement qu'il y a un calendrier, une marche forcée par le chaos qui converge vers 2012 et qui verra, on va dire, un triomphe momentané de l'Empire ou sa chute. Si on en croit, si on croit les écrits eschatologiques religieux, il y aura les deux. Il y aura d'abord triomphe de l'Empire, puis sa chute. Voilà. Et qu'il faut que pour que l'Empire chute et que les honnêtes gens voient l'Empire tel qu'il est, c'est-à-dire que c'est le masque de Satan, il faudra que cet Empire prenne d'abord les pleins pouvoirs pour qu'on comprenne enfin qui il est. Voilà. Donc, personnellement, je suis préparé à ça, puisque j'ai lu et étudié. Je sais que l'Empire va gagner dans un premier temps, et qu'il faut qu'il gagne pour qu'on puisse le vaincre, et je me prépare sereinement, comment dirais-je, à en subir, je dirais, toutes les conséquences. Hein. Voilà, je ne suis pas dans la naïveté. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Non, j'ai oublié d'aborder un dernier point. J'ai pu constater en Syrie, en regardant les différentes chaînes de télévision, l'incroyable travail de propagande impériale que fait la télévision soi-disant arabe et musulmane Al Jazeera. Al Jazeera est vraiment la pute de l'Orient et fait un travail pro-impérial, pro-américain de la pire espèce. Donc voilà, autant j'ai un respect pour Al-Manar. Il y avait d'ailleurs des journalistes d'Al-Manar avec moi qui ont participé au voyage que j'ai fait. Autant il faut bien avoir confiance qu'Al Jazeera est la pire chose qui ait été donnée, je dirais, aux musulmans et au monde arabe. C'est l'équivalent de chez nous de e-télévision ou de Canal+. Vous voyez, voilà. Al Jazeera, c'est le bras armé de l'Empire dans le monde arabo-musulman. Et j'ai pu le constater en voyant comment étaient montés les sujets sur différentes chaînes arabes. Les pires, c'est Al Jazeera. Voilà. Hein. Il vaut mieux encore regarder CNN. Voilà. C'était ma dernière petite remarque. Je crois que j'ai abordé à peu près tous les sujets de manière un peu, pas confuse, mais je dirais circulaire et hegelienne, hein, puisque tout ça constitue une totalité dialectique, hein, et qu'il y a des déterminations qui se combinent et qu'il n'est pas question d'en choisir une plutôt que l'autre, mais de voir comment elles s'articulent et comment elles se hiérarchisent. Voilà. Et tout ça fait sens par rapport à ce qui surdétermine, je dirais, tout ça, qui est la marche forcée vers la dictature mondialiste, bancaire, dont l'échéance majeure va être 2012. Voilà. Et donc, selon cette vision-là, je soutiens la résistance syrienne, et la résistance syrienne, c'est le gouvernement légitime syrien, et je déplore malheureusement la chute d'un bastion de résistance qui était le régime libyen de Kadhafi. Voilà. Et sur ce, je vous salue, et n'oubliez pas, voilà, chaque fois qu'on peut glisser une quenelle à l'Empire, on le fait. C'est notre manière de résister, moderne, qui n'est pas celle comment dirais-je, des dissidents soviétiques des années 60-70. C'est la nôtre, à la française, à la Dieudonné, à la Soral. Voilà. Profitons-en tant qu'on peut encore, faire de l'analyse, s'amuser un peu, se servir d'Internet tant qu'on peut encore, parce que ça risque, il ne faut pas être naïf, de se durcir encore demain. Voilà. Salut à tous et bonne fin de vacances.